juste faire une intervention aussi, enfin d'abord pour saluer là, le travail que vous avez fait, la sortie de votre livre, qui est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de ne pas oublier cette lutte, en fait, en quelque sorte, et qu'il en reste une trace écrite quelque part, autre que les coupures de presse qui peut rester de l'époque, mais qui est un peu, voilà, un peu cette démarche, une analyse qui reste dans les mémoires pour aussi en tirer les leçons pour les prochaines boîtes qui vont fermer, les prochaines équipes ouvrières et syndicales qui vont devoir se battre contre les fermetures. Quand on sait qu'il y en a tout un paquet qui va arriver encore, et je pense que c'est important qu'il reste un peu ce genre de traces et ce genre d'enquête qui a été faite, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que toute cette époque-là, 2008, 2009, 2010, c'est l'arrivée de la crise économique en fait dans l'économie réelle après la crise financière des États-Unis là, en 2007. En France, et donc on a toute une série de fermetures de boîtes, effectivement, comme vous le rappeliez. Il y a une autre spécificité, je pense aussi, des Molex dans ce contexte-là, là, 2008-2009, c'est que, enfin, en tout cas à ma connaissance, c'est l'une des seules boîtes, ou la seule même à l'époque, qui s'est battue dès le début avec le mot d'ordre de maintien du site et des emplois. Et le contexte à l'époque, pour ceux qui l'ont vécu, moi j'étais en master en sciences politiques à Paris 8, à la fac à l'époque, c'était le mot d'ordre qui était mis en avant, notamment avec les Conti et toute une série d'autres boîtes aussi, c'était les indemnités de licenciement. Et ça c'est terrible en fait, parce que les indemnités de licenciement, dès le début, ça veut dire accepter la fermeture, finalement le plan social, et accepter la fermeture de l'usine sans bataille en quelque sorte, enfin, sans bataille pour le maintien des sites et des emplois. Et ça c'est quelque chose qu'à mon avis qui a distingué les Molex à l'époque et qui est vraiment important, parce que quand une usine ferme, c'est pas seulement des situations individuelles difficiles, évidemment, hein, tu disais là avec les situations de chômage, la culpabilisation, etc. Puis c'est toutes les familles qu'il y a derrière aussi, chaque travailleur et travailleuse. Mais c'est aussi une déstructuration des équipes syndicales combatives. Du coup, si la boîte disparaît, bah, ces équipes-là combatives, ça fait partie du rapport de force, hein, du coup, face aux fermetures, et c'est un rapport de force qui, de fait, à un niveau global, s'affaiblit, quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, c'était assez extraordinaire aussi à l'époque de s'être battu comme ça dès le début en mettant en avant le mot d'ordre du maintien du site et des emplois. Après, on ne décide pas toujours de la victoire, bien sûr, mais c'était déjà quelque chose. Vous savez au départ, ça serait fastoche. Oui, moi je ne sais pas quoi dire, effectivement. Économiquement, être au chômage, c'est être à la charge de la société, bosser, c'est participer au fonctionnement de la société, quoi. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Dans le cas de Molex, ce qu'il y avait aussi frappant, c'est que l'entreprise, l'année précédente, on avait fait du bénéfice, c'est une petite entreprise de 300 salariés, 42 millions de chiffres d'affaires, on avait dégagé 600 000 euros de bénéfice. Il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient faire ça. Et l'année où ils nous ont lancé la fermeture, on avait doublé les bénéfices, de 1,2 million. Tout en sachant qu'ils nous avaient augmenté les frais de siège. Alors, c'est un petit peu technique, mais prenez 3% du chiffre d'affaires en frais de siège. Pour nous couler, il faut dire qu'on n'était pas performants. Ils se sont montés jusqu'à 8%. Ils nous ont enquillé 2 millions d'euros en plus qui sont montés pour engraisser les gars qui touchent des millions déjà, quoi. Malgré ça, on faisait quand même des bénéfices. Ça s'est fermé à un moment donné, c'est ce qu'on a aussi porté sur le devant et ce qui a permis la mobilisation. C'est-à-dire, une entreprise, pourquoi on fait une entreprise qui fait du bénéfice? Tout en sachant que cette délocalisation, ce n'est pas le boulot ils ont toujours dit, dans la communication qu'ils passaient, c'était la fin de l'activité. C'était la fin de l'activité de l'usine. Mais l'activité, la production n'arrêtait pas. La même production se fait maintenant en Chine, aux États-Unis, mais c'est toujours revendu en France, parce que c'est toujours Molex, en ayant intégré Peugeot, ils n'étaient pas du tout implantés chez Peugeot. Aujourd'hui, à ce que j'en sais, Peugeot est le 3e client de Molex dans le secteur de l'automobile. C'est devenu un client majeur de Molex dans le secteur de l'automobile. Donc ils sont toujours, alors que nous on est à côté, et eux ils sont bons, ça vient par bateau. Alors en plus économiquement c'est complètement idiot. Alors, pour eux peut-être ils retrouvent leur vie, mais après il y a des problèmes d'environnement. Venir par bateau c'est 3 semaines, c'est de la pollution, il y a tout un tas de trucs. Cette pollution, tout ce qu'il y a derrière,
pour pouvoir réparer les dégâts qui sont faits, c'est la charge de la collectivité. Donc eux, ils prennent que le bon, et tout le reste, tous les dégâts qui peuvent être faits derrière, c'est à la charge de la collectivité. Alors, tout ce genre de trucs, là, c'est assez aberrant. Et ce qui est aberrant, c'est de voir que, avec l'affaire Molex, mais là, il n'y a pas que Molex, avec les Conti, toutes les luttes, parce que les Conti ont mené des bagarres qui ont été très longues, il n'y a jamais assez maintenant, mais là, ça arrive, et les coups durs. Et toutes ces luttes, à l'époque, il y avait Caterpillar, Sony, il y a tout un tas de grosses boîtes qui ont fermé, qui ont mené des luttes importantes. Et on aurait pu penser à l'époque, puisque c'était sous Sarko, et après il y a eu Hollande, on a eu le soutien, un fort soutien du PS à l'époque, donc on aurait pu penser avec Hollande que des mesures ont été prises pour interdire ça. Il nous le disait quand il venait nous rencontrer, si on n'y est, plus jamais ça. Et effectivement, il n'y aura plus jamais ça. C'est-à-dire qu'ils ont limité le droit de repos pour les salariés. Nous, on a été la dernière entreprise à avoir mis deux patrons. Enfin, voilà, il y a un truc judiciaire, une enquête qui a été faite. Il y a 2 dirigeants qui ont été condamnés à 6 mois de prison. Ça n'arrive pas souvent pour un manquement à l'information du comité d'établissement. Donc, ça n'arrive pas souvent. Je n'ai pas d'exemple, mais ça a été fait. Donc, là, c'est arrivé. Et donc, ils ont le délit d'entrave, qui était un délit d'entrave au comité d'entreprise. C'était un délit. C'est fini, c'est devenu, c'est ce qu'a dit Bérénice, alors c'est au maximum, oui, c'est 7 500 €, mais c'est 3 500 €. Et s'il y a récidive, c'est, bon voilà, quand on voit qu'ils payent pour un licenciement, ils sont prêts à payer, quand ils ont envie de fermer, ils ont envie de payer, ils peuvent payer vachement. Si on prend l'exemple de Bosch, par exemple, ils ont fermé les sites en région parisienne, il n'y avait que des jeunes, ils n'ont pas fait de plan social, ils ont juste fait des, comment on appelle ça, des ruptures conventionnelles, ils se sont filés 80 000 €. Il y a eu beaucoup de jeunes qui avaient 3 ou 4 ans d'expérience, bon, à 25 ans, c'est vrai que les gens, pas de lutte, hein, les syndicats, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, et les jeunes, ils ont dit, je me suis fait l'expérience, j'ai bossé chez Bosch, c'est pas n'importe qui, voilà, ils ont pris 80 000 €, ils se sont cassés, quoi. Ils n'ont pas fait que de ruptures conventionnelles, il y en a eu de ça, de 5 ans. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Quand ils veulent le payer, alors 7 500 €, si à récidive, ils s'en foutent complètement. Donc c'est des choses qui sont faites pour aider ces grands groupes, au motif qu'il ne faudrait pas décourager des investisseurs étrangers. Mais en l'occurrence, Molex n'a rien investi dans l'entreprise. Ils sont venus acheter des parts de marché, fait une entreprise, puis se sont barrés avec, et puis terminent, ils ont profité pour nous de la vie. Sur le mot d'ordre de maintien de l'emploi local, de maintien de l'emploi sur le site industriel, ça me pense que c'est un élément fort de soutien qui a contribué alors à la fois à l'unité syndicale pendant la lutte, donc à tous les syndicats qui étaient présents, y compris avec la CGC, également à la réussite et du recrutement de soutien, entre guillemets, de soutien extérieur. C'est-à-dire qu'avec ce mot d'ordre-là de maintien de l'emploi sur le site industriel, de maintien de l'emploi local, finalement, tout le monde soutenait les Molex. Sarkozy soutenait les Molex, Christian Estrosi soutenait les Molex, comment il s'appelle notre ami là, qui s'est mis à Marine Le Pen, Dupont-Aignan soutenait les Molex, tout le monde soutenait les Molex. C'était vraiment, on disait oui, c'est pas possible parce que le travail, quand même, on soutient le travail, etc. Et les journalistes aussi trouvaient on a cette idée-là que les journalistes, en venant couvrir le conflit Molex, alors, y compris parce qu'ils ont été très bien reçus dans tout un ensemble d'éléments qui permettent d'objectiver quels sont les déterminants sociaux de la bonne couverture entre guillemets journalistique du conflit Molex. Mais un des éléments qu'on pense important, c'est aussi que les salariés de Molex, ils représentaient d'une certaine façon en 2008, alors tu l'as dit je pense de façon assez importante, ils représentaient en 2008 quelque chose que les journalistes ils espéraient voir dans les ouvriers, dans la classe ouvrière. Ils faisaient exister une forme de classe ouvrière mobilisée telle qu'ils l'espéraient, telle qu'ils voulaient la mettre en scène. Et du coup, ils venaient, ils voyaient ces salariés qui faisaient des barbecues, qui étaient sympas, qui se battaient pour l'emploi et pas pour de l'argent.
Et ça, on pense que ça a permis vraiment également le soutien de tout un ensemble d'acteurs qui auraient soutenu l'avocat, l'expert comptable, les juges prud'homaux, y compris les dirigeants, qui sont du côté des dirigeants du juge prud'homo à Toulouse, des éléments autour du maintien d'activité autour desquels les gens sont sensibles. L'expert du comité d'entreprise, par exemple, il nous dit, bien sûr, il aurait soutenu le comité d'entreprise si jamais la lutte ça avait été autour des licenciements, mais il nous a dit qu'il était autour d'une lutte financière, mais il disait qu'il était effectivement très sensible à cette idée de maintien de l'emploi et de démonstration, alors on vient d'en parler, de l'aberration écologique, l'aberration écologique et économique d'une délocalisation en Chine pour faire revenir les produits. C'est vrai que quand on y pense, c'est complètement idiot de délocaliser en Chine pour faire revenir les produits en Europe pour les producteurs. Et donc voilà, lui nous disait que en se battant pour le maintien de l'emploi, il se battait pour quelque chose qui donnait du sens à son métier, à son engagement dans le métier. Et on pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans les soutiens locaux, au niveau du champ politique, nationaux, et également les soutiens des experts, juristes, comptables, etc. Bon, d'ailleurs, je pense qu'on va prendre la première partie. Merci beaucoup à tous les quatre. Et du coup, maintenant, on va passer donc à une intervention de Célia Keren, qui est donc maître de conférence en histoire contemporaine à l'IEP, qui va nous faire une petite mise en perspective historique de cette